Des liens, pas des murs, c'est le nom d'une campagne de financement participatif lancée il y a quelques semaines maintenant par l'association Singa, association créée en 2012 en France et aujourd'hui présente dans 6 pays européens ainsi qu'au Canada. Association qui veut favoriser l'inclusion des réfugiés dans leur pays d'accueil, mais ces activités sont aujourd'hui menacées par la baisse de plusieurs financements. Nous recevons aujourd'hui sur Euradio le directeur général de Singa, ancien ministre entre 2012 et 2014. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio. Alors, dans l'appel de Singa à ce financement participatif, vous expliquez que 80% de vos financements sont privés et que vos soutiens internationaux ont diminué de 25%. Comment ça s'explique ? Ça s'explique principalement par les conséquences de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, puisque ce ne sont pas des financements publics américains qui nous manquent, mais ce sont des acteurs privés, des entreprises internationales qui ont décidé de réorienter les financements qu'elles consacraient en mécénat ou en philanthropie à l'action en faveur de l'inclusion des réfugiés vers d'autres causes. Pourquoi ? Parce que l'administration américaine a décidé de criminaliser tout ce qui pouvait relever aujourd'hui de l'inclusion, de la diversité, de l'égalité et des entreprises, ou par autocensure, ou parce qu'elles ont, ça je suis incapable de vous le dire, reçu des pressions réelles de l'administration américaine interrompent leur financement, on n'est pas les seuls, en direction des associations qui concourent à l'inclusion des personnes réfugiées et nouvelles arrivantes. Vous avez commencé à en parler, mais pourquoi ces entreprises deviennent frileuses à vous financer ? D'abord parce que le comportement erratique et irrationnel de la Maison-Blanche, je pense, en inquiète plus d'un. D'autre part, il y a aussi sans doute dans un certain nombre de ces entreprises des gens plus conservateurs qui, à la faveur de ce nouveau cycle en Occident, très défavorable à la diversité, très défavorable à l'inclusion, réorientent le mécénat vers des causes qui leur semblent plus conformes à ce qu'ils pensent. Donc on a un contexte qui est un contexte très polarisé, très politique, y compris dans le monde économique, et on le voit à travers les prises de position d'un certain nombre de grands dirigeants économiques, Elon Musk de l'autre côté de l'Atlantique, Vincent Bolloré ici, où les moyens sont mis au service d'un projet politique, qui est un projet politique qui tourne délibérément le dos à la question de l'inclusion des personnes migrantes, plus généralement tourne le dos à la question de la diversité et de l'inclusion jugée non désirable. Parce qu'il y a des entreprises aussi en Europe et en France qui aujourd'hui sont réticentes à vous financer, vous et d'autres structures qui militent pour l'inclusion et la diversité. Il y a même des entreprises qui financent des projets qui sont des projets totalement inverses aux nôtres. Prenons le groupe Vivendi et Bolloré. Aujourd'hui, son projet politique est transparent et depuis l'édition des manuels scolaires au rôle du groupe d'Havas dans la publicité, à différents médias, met en œuvre un projet qui est un projet politique. Je ne sais pas si il n'y a qu'à regarder la façon dont les entreprises du relais dans lesquelles on avait l'habitude d'acheter nos journaux dans les gares aujourd'hui mettent en avant principalement les ouvrages d'extrême droite et font la publicité de Zemmour au Bardella pour comprendre qu'on a un système intégré à travers un groupe de médias qui est favorable à un projet politique. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à ça, et nous ne le sommes pas. Et donc il y a des entreprises qui effectivement ont peur de prendre des risques aujourd'hui, en tout cas prendre le risque de fâcher l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite qui gouverne aux États-Unis ou celle qui pourrait gouverner peut-être demain en France. Et en ce qui concerne le financement public, c'est donc 20%, si j'en déduis les 80% de financement privé, 20% de financement public. Aujourd'hui, ce financement, là aussi, on imagine qu'il diminue pour Singa. Quelle est la réalité là-dessus ? Nous, il y a eu un effet Retailleau, ministre de l'Intérieur en France en tout cas. Mais ce serait malhonnête d'isoler seulement ce fait-là. Il y a en Belgique, en partie en Suisse, on a observé, même au Canada, une baisse des financements publics. Alors, dans certains cas pour des raisons budgétaires, dans d'autres pour des raisons qui mêlent rareté de l'argent public et choix idéologiques. Pour prendre un exemple qui peut être parlant pour vos auditeurs, une des antennes de Singa Paris, développe un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui chaque année permet de sensibiliser 1500 personnes réfugiées
à la question de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pourquoi le fait-on ? Parce que l'entrepreneuriat est un moyen d'accélérer l'inclusion, notamment pour des personnes qui, dans leur pays d'origine, étaient déjà entrepreneurs ou avaient des diplômes qui les amènent à préférer cette voie-là plutôt que de monter sur un chantier ou faire la plonge, métier respectable, mais tout le monde n'a pas envie ou la compétence pour le faire. Et donc l'entrepreneuriat est une vraie solution pour accélérer l'inclusion. Bien, sur ces 1500 personnes, 200 d'entre elles faisaient l'objet d'un diagnostic du projet entrepreneurial, une centaine d'entre elles intégraient nos programmes de pré-incubation, et à la fin, les bonnes années, ce sera 40 entreprises créées, les moins bonnes, 10 ou 20, ça dépend un petit peu des années, mais tout ça rentre de la TVA derrière, du chiffre d'affaires pour ces entreprises, des emplois créés, des recettes sous forme d'impôts sur les bénéfices, donc c'est bénéfique à la puissance publique. L'État mettait 60 000 euros sur ce programme. On avait des engagements pour cela. En octobre, alors que le programme est engagé depuis 9 mois, on apprend pour Singaparis que non, finalement, il n'y aura pas de subvention. Vous avez là un choix qui a comme conséquence de délibérément fragiliser un programme, une activité, une association. Alors on s'en remettra. On a trouvé les moyens de s'en remettre. Mais ça dit la difficulté pour des associations comme les nôtres d'être averties alors qu'on a commencé le programme que l'État se retire, ce qui est déjà en soi assez grave, et qu'il le fait sur des bases qui sont des bases très idéologiques en réalité aujourd'hui. Donc il y a eu pour la France un effet Retailleau, et ailleurs un effet de cette crispation d'une partie des gouvernements européens sur la question migratoire qui les amène à c'est marrant, hein, parce que à faire des choix irrationnels. Parce que le grand paradoxe d'une ONG comme Singa, c'est que jamais nous n'avons mis sur la table autant de preuves que ce qu'on fait fonctionne. Avec autant d'entreprises créées, autant d'effets bénéfiques pour les entrepreneurs eux-mêmes, mais pour l'emploi, pour le changement aussi des représentations qu'on peut avoir des migrations, en comprenant tous les bénéfices qu'elles peuvent apporter à une société d'accueil. En fait, jamais, vous avez peut-être un peu surpris que je dise ça, mais jamais on était aussi bon, en fait. Sauf que pour nous, une association, la qualité de ce qu'on fait n'a aucun impact sur nos revenus. Ça ne suffit pas. Oui, parce qu'une entreprise commerciale, si elle vend, je ne sais pas, si je vendais des chaussures et que mes chaussures étaient bonnes, eh ben j'augmenterais mes recettes. Moi là, je vends pas des chaussures, on a des programmes d'inclusion, on met des données d'impact de plus en plus précises qui démontrent indiscutablement que ce qu'on fait est bénéfique, mais ça n'a aucun impact sur nos revenus. Pire, nos revenus baissent sous la forme de subventions, et on se retrouve devant cette situation où, vis-à-vis des pouvoirs publics, la rationalité de ce que nous faisons est sans effet sur leur jugement. Alors, il y aura un autre argument qui serait de nous dire on n'a plus les sous, et certains nous disent on n'a plus les sous, et ça je l'entends, je peux l'entendre, mais on a aussi d'autres qui nous disent non, ce que vous faites ne nous intéresse pas, ne va pas dans le sens des politiques ou des préférences du gouvernement, ou en l'occurrence à l'époque du ministre de l'Intérieur. Bon, là je trouve que Núñez c'est un peu différent, en tout cas c'est plus, je le crois, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus rationnel. Mais bon, ça n'a pas pour autant, pour l'instant, recréer des subventions. Et voilà. Vous dites on arrive à s'en sortir quand vous parliez de ces crédits pour Singaparis sur l'entrepreneuriat qui avait été supprimé. Comment vous arrivez justement à vous en sortir, y compris financièrement ? Comment on trouve d'autres sources de financement dans ce contexte-là ? Nos priorités, d'abord, c'est de maintenir nos programmes. Non, mais le problème, c'est qu'on fait des économies. Alors, on s'en sort au sens où on maintient nos programmes. Sur quoi vous devez faire des économies aujourd'hui ? Aujourd'hui, Singa ne renouvelle pas plusieurs contrats. On avait des gens qui bossaient sur des programmes qui ne travailleront pas. On se réorganise, on diminue nos coûts pour compenser cela. Alors après, on fait des levées de fonds. On a lancé cette campagne de financement participatif avec Ulule pour essayer de compenser cette situation. Mais on fait aussi des efforts sur nos dépenses, nos coûts, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est impossible de demander aux citoyens d'intégralement compenser la désertion de l'État
d'une question d'intérêt général. Mais on sait par ailleurs que dans le champ associatif en France et en Europe, les citoyens sont de plus en plus sollicités par les associations dont les causes et les missions d'intérêt général qu'elles assurent ne sont plus couvertes par l'argent public. Premier plan social pour Secours catholique en France, premier plan social pour AIDS en France, premier plan social pour l'Association des paralysés de France. Donc on voit que des grandes causes avec des associations à la réputation indiscutable, qui ont accès à la générosité des Français, ils sont malgré tout obligés de supprimer des emplois. On en est là, comme hélas beaucoup d'autres. Singa, association qui favorise l'inclusion des réfugiés en France et dans plusieurs pays européens, voit aujourd'hui certaines de ses activités menacées par la perte de certains financements, notamment internationaux. On en parle avec l'ancien ministre et directeur général de Singa, Benoît Hamon. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur l'accueil des réfugiés, des exilés en France, en Europe ? Je rappelle que le but de Singa, c'est de favoriser l'inclusion de ces personnes. Aujourd'hui, la situation, comment vous la jugez ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu, depuis 30 ans, un changement d'échelle des migrations internationales. Elles ont augmenté en moyenne, ça n'est qu'une moyenne, mais de 60%. Alors, ces migrations internationales, quand on y pense, ce n'est pas forcément des migrations qui viennent du sud vers le nord, et notamment vers l'Europe. L'essentiel des migrations internationales sont à l'intérieur du continent africain, elles sont dans les pays voisins, et les gens ne font pas le grand voyage forcément. Cela étant dit, ce qui est intéressant, si je peux me permettre une remarque qui, pour une radio comme la vôtre, ou en tout cas vous livrer une anecdote qui, pour une radio européenne comme la vôtre, est intéressante, c'est que le premier couloir migratoire international, c'est les migrations à l'intérieur de l'Europe. 15% des migrations internationales sont en fait dans le cadre de l'espace Schengen, où on va aller s'installer en Allemagne, où un Hongrois viendra, je sais pas moi, en Roumanie ou en Italie, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand je fais des conférences sur les questions de migration, et que je révèle cela, les gens, assez spontanément, dans toutes les salles, peu importe où je les fais, me disent « Ah oui, mais ça, c'est pas des vrais migrants ». Entendu, les migrations dans l'Europe, c'est autre chose, et quand on pense à un vrai migrant, ce serait une personne venue ou d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, etc. Et je trouve intéressant pour la leçon de tout cela, parce que moi, vous auriez dit ça à ma grand-mère il y a 50 ans, qu'un Allemand ou un Portugais, c'était pas un vrai migrant, jamais elle n'aurait dit une chose pareille. Pour elle, la figure de l'étranger, elle était d'abord celle d'un Européen, à raison de l'histoire qui nous avait projetés les uns contre les autres. Et la grande leçon de cette remarque, qui revient dans tous les endroits où l'on va, c'est que l'impact de la coopération européenne, donc, et de la citoyenneté européenne sur nos représentations des migrations, et il est très concret. Des politiques tournées vers l'inclusion et la coopération changent notre regard sur la migration, au point, et c'est positif d'ailleurs, qu'on ne conçoive plus désormais, alors évidemment il y a toujours des résistances chez certains, mais qu'on ne conçoive plus que la migration intra-européenne est une migration. Elle fait partie, on va dire maintenant, elle est rentrée un peu dans les mœurs. Et moi, j'y vois une raison d'espérer. Et ce que j'observe, c'est que ce que les Européens ont été capables de construire à l'intérieur de Schengen, et sur lequel ils devraient s'appuyer pour dire construisons des relations de pair à pair avec d'autres, ayons des relations de coopération qui ne soient pas placées sous le joug de l'hégémonie ou de la domination occidentale, etc. On a là une possibilité de renouveler les relations internationales, qui à un moment où les États-Unis font n'importe quoi et exercent leur domination de manière transactionnelle à travers le rapport de force, il y a là, à mon avis, une incroyable opportunité pour les Européens. Une fois que je vous ai dit ça, le problème des politiques migratoires européennes, c'est qu'elles sont, comme dans tout l'Occident, et même un peu partout dans le monde, placées d'abord sous l'empire de fermons les frontières et laissons passer le minimum de personnes. Ce qui ne durera pas, disons-le, parce que la transition démographique à laquelle on assiste à l'échelle de l'Europe obligera les Européens, s'ils veulent continuer à garder des services publics, des mécanismes de solidarité et avoir un peu de croissance économique, à de toute façon faire appel à davantage de migration internationale. Le comble de l'hypocrisie d'ailleurs étant Madame Meloni, qui d'un côté fait des grands discours contre l'immigration et vient d'autoriser 450 000 permis de travail d'ici 2026 parce que le patronat italien le lui demandait pour des étrangers.
Alors l'action justement européenne, c'est ce pacte asile et migration qui entrera en vigueur l'an prochain, qui a été adopté l'an dernier, qui prévoit à la fois de renforcer les frontières, tout en accélérant, en tout cas exprimant la volonté d'accélérer les procédures d'asile et d'améliorer les conditions d'accueil. Comment vous définiriez finalement cette action européenne aujourd'hui ? C'est une action qui vise d'abord à exclure. Aujourd'hui, contribuer à criminaliser le rôle des ONG qui ont un rôle humanitaire, notamment en mer Méditerranée ou dans la Manche et dans le Nord. Quand même, rendons-nous compte, il y a une trentaine d'années, Médecins sans frontières, en tout cas ces médecins, ces humanitaires, avaient la figure des héros, quoi. Ils faisaient la fierté de la France. Aujourd'hui, SOS Méditerranée est insulté, injurié, mis en cause régulièrement, y compris par les pouvoirs publics. Donc il y a quelque chose qui a changé culturellement, idéologiquement, politiquement dans l'attitude des dirigeants européens. Non, le pacte asile-migration est un pacte qui ferme un peu plus les frontières de l'Europe, met en place des mécanismes qui sont des mécanismes qui ne favoriseront pas l'inclusion des nouveaux arrivants. Et je suis très inquiet, moi, dans la future programmation budgétaire européenne, de la manière dont les fonds européens pourraient être structurés si ils fusionnent FEDER, FSE, les moyens de Frontex et la politique agricole commune dans une seule et même enveloppe, charge aux États ensuite de distribuer les fonds, parce que clairement, ce qui, à travers le FSE, pouvait aller à des politiques sociales d'inclusion, il pourrait être tentant pour les États d'utiliser une partie de ces moyens pour les mettre sur des politiques aux frontières, de fermeture des frontières. Je le redis, tout ça ne marchera pas. N'a aucune chance de marcher, d'ailleurs, et n'a rien de très rationnel. Nous sommes là en train de poursuivre des chimères en imaginant que l'Europe pourra fermer ses frontières alors qu'elle a besoin aujourd'hui de renouveler sa population si elle veut garder son rang international. Alors, vous parlez souvent, Benoît Hamon, des représentations que l'on projette sur les personnes exilées, représentations négatives. Souvent, comment on peut faire aujourd'hui pour que ces représentations évoluent vers plus de positif ? Écoutez, moi je pense qu'un boulanger kurde qui s'installe avec sa famille dans un village de Corrèze et qui maintient la boulangerie ouverte aura 100 fois plus d'efficacité que ce que je viens de vous dire depuis 15 minutes. Que c'est la rencontre qui change tout. Or, ces rencontres, paradoxalement, dans une société comme la nôtre, qui apparaît comme très diverse, très plurielle, ces rencontres sont assez rares. Dans une enquête qui avait été faite, je crois que c'était autour de 2010-2012, par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc elle est assez ancienne, mais elle est intéressante. Seulement 12% des personnes réfugiées en France disaient être en relation avec un Français, en tout cas un Français qui n'était pas payé pour leur parler, au-delà de la personne qu'on rencontre à un guichet. 12% seulement. C'est spectaculaire. On a réalisé une enquête avec Singa en 2024, et dans cette enquête, sur un échantillon de 1000 Français, seulement un tiers d'entre eux, des Français, disaient être en relation personnelle ou avoir dans leur cercle de relations personnelles une personne immigrée, nouvelle arrivante. Donc ça dit qu'en fait nous vivons dans des sociétés assez cloisonnées où nos représentations des autres ne se fondent pas sur l'expérience réelle de la rencontre. D'où la conviction que nous avons chez Singa, que le lien, d'ailleurs notre nom Singa veut dire lien en lingala, le lien et la rencontre sont les instruments les plus précieux pour pouvoir justement changer les représentations. Et j'ai d'autant plus confiance dans le fait que le lien change tout cela, que j'observe que quand on pose aussi la question aux Français de savoir si, placé dans la même situation économique ou politique qu'une personne qui choisit l'exil pour venir en France et qui vient du Soudan, de Syrie, etc., que feriez-vous vous-même ? Plus de 2 tiers des Français disent « nous prendrions nous-mêmes nos valises pour mettre à l'abri nos familles ». Ça veut dire qu'on est capable d'empathie, de se mettre à la place de ceux qui choisissent de venir ici. Donc les ingrédients pour changer de représentation existent. Alors ensuite, il faut que les planètes s'alignent. À la fois que nous, on arrive à travers notre plaidoyer à illustrer
que l'inclusion ça marche, à mettre en exergue ce qu'il y a de positif ou les bénéfices collectifs des migrations. Sait-on par exemple que 15% des créateurs d'entreprises en France, chaque année, sont des étrangers? On ne le sait pas, on va vous dire, on va sortir toutes sortes de statistiques, jamais celle-là. Sait-on que s'il n'y avait pas les cotisations des travailleurs étrangers, il faudrait repousser l'âge légal de départ à la retraite à 66, 67 ou 68 ans pour équilibrer le système, ou baisser les pensions. Il y a eu sans doute d'innombrables électeurs du Rassemblement national qui étaient dans les manifs pour refuser de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Eh bien, qu'ils sachent que si, en élisant Bardella ou Le Pen, on met en œuvre le programme, le sujet ne sera pas pour eux 64, mais 66 ou 68, ou alors, quand ils seront retraités, de voir leur pension de retraite baisser. Donc, nous essayons, nous, d'illustrer en quoi, finalement, la migration est une solution, en termes économiques, et comment, très concrètement, elle peut aussi nous aider à préserver nos modes de vie. L'identité de la France, j'ai eu l'occasion de le dire récemment, c'est sans doute notre histoire, et avec un certain nombre de figures emblématiques de cette histoire, et l'extrême droite aime à rappeler Jeanne d'Arc, Charles Martel, parce qu'il a repoussé les Arabes à Poitiers. Donc, bon, il y a tout ça dans l'histoire de France, et il y a plein d'autres, évidemment, épisodes. Mais très concrètement, l'identité, c'est quoi? Dans nos modes de vie, ce qui nous différencie, nous, Français, d'autres pays. Il y a un haut niveau de protection sociale, il y a des soins gratuits à l'hôpital, il y a une assurance maladie qui nous rembourse aujourd'hui, plus mal aujourd'hui qu'hier, mais quand même, c'est un élément. Il y a des services publics. Or, ces éléments de notre identité, qui, du fin fond des Pyrénées-Orientales, en passant par la Martinique ou la Seine-et-Marne, existent, et sont des droits des Français, ces éléments de notre identité, sans l'immigration, disparaîtraient. Et en réalité, moi ce que je dis, c'est pas Jeanne d'Arc qui vous rembourse de la grippe, hein, c'est l'assurance maladie. Et cette assurance maladie, cette sécurité sociale, la migration, ou les personnes migrantes, contribuent à garantir que ces choix faits par les Français, ces préférences collectives, cette identité qui est la leur, puissent être préservées. Nos modes de vie, contrairement à ce que dit l'extrême droite, seront pérennes si nous savons être une grande nation ouverte et pas une nation fermée. La migration comme une solution et non comme un problème, c'est ce que vous êtes venu défendre, Benoît Hamon, et ce que défend au quotidien l'association Singa, qui, je le rappelle, fait un appel à un financement participatif pour financer une partie de ses activités. Merci. Sur Ulule, c'est sur Ulule, effectivement, on peut retrouver le lien aussi sur le site internet de Singa. Merci encore, Benoît Hamon, d'avoir été notre invité sur Euradio. Merci à vous.